Ces Donc là, recommandations. Oui, je oui, Serge, recommence? peut-être, oui, ouais, je veux dire bonjour à accueillir, Oui, parce que là, pardon, j'avais dû excuse-moi. faire encore une mauvaise manip comme d'habitude. C'est moi qui ai fait Donc, la mauvaise manip, non? non, c'est moi, il n'y a que moi qui fais les mauvaises manips ici. Ah. Donc, bonjour à tous et bienvenue à ce webinaire SF2H, donc consacré donc à notre avis relatif au traitement d'air au bloc opératoire pour la prévention du risque infectieux. Donc, pour le moment, il y a 38 participants connectés, ça va arriver petit à petit. Donc, on est ravi, ou je suis ravi d'accueillir nos experts aujourd'hui, donc avec Ludwig Sergeau, qui a été à la base de la rédaction de cet avis, et Crespa Adjidé, qui nous a beaucoup aidé aussi, qui représente l'ASPEC, et donc qui a été un des experts importants de ce travail. Et donc, nous rejoindrons après Olivia Quetapers et Thierry Lavigne pour l'animation. Didier Lepelletier, qui a beaucoup contribué, ne pouvait pas, pour des raisons personnelles, être là avec nous. Donc, ça sera un webinaire assez interactif. Donc, j'espère que vous m'entendez. Vous pouvez nous envoyer des petits messages. En bas, il y a des questions, il y a des chats. Donc, on sache si vous nous recevez fort et clair. Donc, on va directement attaquer par une présentation courte. Donc, je vais passer la main à Serge pour qu'il puisse vous présenter son diaporama. Donc, il va faire une courte synthèse de l'avis et après, ça sera très largement ouvert au débat. Donc, vous pouvez poser vos questions par chat ou les poser en prenant la main, en appuyant sur la petite main et on vous donnera la parole au fur et à mesure. Il faut évidemment que vous ayez un micro pour ça. Donc, Serge, écoute, c'est à toi. Merci, Monsieur le Président. Donc, le contexte est celui de la littérature et des recommandations internationales. Pour la littérature, les indications du flux unidirectionnel au bloc opératoire, dont l'objectif était de réduire les infections du site opératoire, y compris en chirurgie dite propre, et l'on pense à l'orthopédie. Cette indication a été remise en question à la suite des publications internationales récentes, dont une bonne partie minimisait le rôle de l'air dans la survenue de ces infections. La deuxième partie du contexte concerne les recommandations internationales. Il y en a trois. L'OMS, novembre 2016, CDC, début d'année 2017, et suivi par l'American College of Surgeons aussi en 2017. Ces trois recommandations ne prônent pas l'utilisation d'un flux unidirectionnel. Enfin, pour le contexte, il y a des requêtes émanant d'individus ou d'institutions, on pense à la PHP par exemple, mais d'autres hôpitaux, suite à la littérature et ses recommandations. On pense également à la rénovation, à la construction des nouveaux blocs opératoires. Et là, on se pose la question du choix du type de flux, turbulent ou unidirectionnel, du choix de la classe de performance que l'on souhaite pour maîtriser l'aérocontamination. Et c'est sur ces éléments de contexte que notre société s'est saisie, auto-saisine. Les objectifs sont d'expliquer les nouvelles données de la littérature relatives aux indications d'un flux au bloc opératoire et toujours avoir à l'esprit pour réduire les infections dites opératoires et d'expliquer également la norme AFNOR d'avril 2013. Le contenu de l'avis que vous avez lu, j'espère, on rappelle quelques définitions relatives au flux et aux classes de performance. Il y a également une analyse de quelques dispositions de la fameuse norme de 2013. Il y a une analyse de la littérature post-recommandation, donc des recommandations SF2H de 2015. Et il y a des annexes à visée pédagogique voulues par notre président connecté. Et dans ces annexes, on explique les notions de filtration, de diffusion, de surpression et de taux de renouvellement. Je vous rappelle très rapidement la recommandation 1 de mai 2015. Il est recommandé de mettre en place un traitement de l'air avec un flux unidirectionnel. C'est pour ça qu'il est en rouge. On n'a pas dit ISO 5, on a dit unidirectionnel en chirurgie orthopédique prothétique pour diminuer l'aérobiocontamination. Et on avait marqué, peut-être que ça avait été mal compris, celui-ci vient en complément de l'antibioprophylaxie. Nous l'avions codé B et 1 à cause de l'étude randomisée de Lidwell. Et les relecteurs avaient quand même bien fait leur cotation. La recommandation 0 est essentielle parce qu'on avait noté, il est fortement recommandé de faire une analyse a priori des risques pour la mise en place d'un traitement de l'air qui ne survient pas inopinément. La méthode, comme on l'a dit, pédagogie du traitement d'air et analyse critique de la littérature.
En ce qui concerne le traitement d'air, alors j'ai repris in extenso le terme flux unidirectionnel, ce qu'on appelait avant laminaire, recouvre plusieurs technologies. Ces différentes technologies permettent d'obtenir des classes d'aérocontamination de performances différentes et un flux unidirectionnel ne garantit pas forcément une classe particulière ISO 5. Ce point nous paraît important, car plusieurs éléments concourent à obtenir et à maintenir une classe de performance. On a noté également un point important qui est, pour l'obtention d'une classe particulière ISO 5, il est nécessaire de disposer d'un flux unidirectionnel. En revanche, une salle avec une classe particulière ISO 7 peut être dotée d'un flux unidirectionnel ou d'un flux non unidirectionnel, ce qu'on appelait avant les flux turbulents. Par exemple, un flux unidirectionnel par plafond soufflant à basse vitesse peut permettre d'obtenir soit un ISO 5, soit un ISO 7. En ce qui concerne la qualité particulière, donc ISO 5 ou ISO 7, on voit que c'est multifactoriel, puisque ça va dépendre de la vitesse d'écoulement, mais également, très important pour nous, des facteurs humains. Donc le nombre de personnes présentes au bloc, leur comportement, la tenue, les ouvertures de portes, etc. Et ainsi que des facteurs techniques comme la température, l'hygrométrie. Ce qui concerne la littérature, on va aller assez vite. La première étude qu'on a analysée est celle de Barbadaro. C'est une étude d'observation, c'est même une étude de série chronologique, de type avant-après. Elle est issue d'un seul centre et n'avait pas été retenue dans la fameuse méta-analyse de Bischoff qui a servi, entre autres, à l'OMS. Le critère de jugement est l'infection, mais il y a de nombreux biais qui sont liés au type de devis avant-après et en particulier l'absence de groupe contrôle. Ensuite, il y a eu la fameuse étude de Bishop, qui est une méta-analyse, mais d'étude d'observation. Il n'y a pas d'essai randomisé dans cette fameuse méta-analyse. On compare l'efficacité de la ventilation en flux unidirectionnel versus flux versus ventilation conventionnelle. Et on a étudié la chirurgie propre, en particulier la hanche, avec des hauts de ratio dont vous voyez qu'ils ne sont pas significatifs puisque les intervalles de confiance vont de 0,98 à 1,71 pour l'un, pour la hanche, et de 0,77 à 1,52 pour le genou. On peut noter qu'il y a quand même des milliers de procédures qui ont été poolées. Pour la chirurgie abdominale et la chirurgie vasculaire, c'est la même chose, puisque l'OR, le haut de ratio, va de 0,43 à 1,33. Ensuite, il y a eu, bien entendu, des débats et des lettres à la rédaction, dont la lettre de Jute. Donc, c'est pas une étude, mais elle nous a paru intéressante parce que en gros, ce sont des auteurs qui sont favorables au maintien du traitement d'air par flux laminaire avec des arguments intéressants. Ils mettent l'accent sur le fait que la méta-analyse de Bishop utilise des données issues de registres et qui sont combinés à des questionnaires pour l'utilisation de flux unidirectionnels. Mais là où il y a un biais, c'est que ces questionnaires ne sont pas validés. Le deuxième argument que l'on connaît, c'est que la présence d'un flux unidirectionnel ne garantit pas son bon fonctionnement. Un autre aspect discuté dans cette petite lettre à la rédaction, ce sont les aspects économiques. Ensuite, il y a la fameuse étude d'Oguz, qui est une étude monocentrique randomisée, on va le voir, mais dont l'objectif est d'étudier l'influence de 4 facteurs sur la contamination bactérienne de l'air. Donc là, on voit déjà que ce n'est pas le critère de jugement le plus pertinent. Ces 4 facteurs sont l'utilisation ou non d'un flux unidirectionnel, la durée de l'intervention, qui est un facteur clé de la survenue des infections disto-opératoires, le nombre de professionnels présents dans la salle d'opération, et enfin, le type de réchauffement, air pulsé ou non pulsé. Donc, comme on l'a dit, c'est monocentrique, randomisé, mais attention, les patients sont randomisés en fonction du type de réchauffement et non pas en fonction du type de ventilation. Or, la question posée, c'est l'effet de la ventilation sur les infections du site opératoire. Bien sûr, la température joue, mais ce n'était pas la question initialement posée dans les méta-analyses.
Et donc, la comparaison flux unidirectionnel versus unidirectionnel est réalisée au sein de chaque groupe de randomisation. Donc, le critère de jugement, on l'a vu, nombre de bactéries dans l'air et non pas incidence des ISO. Ils ont quand même réalisé une analyse multivariée. C'est une étude de faible puissance. Il n'y a que 80 patients d'orthopédie. Et les résultats montrent une augmentation significative du nombre de bactéries dans l'air avec la durée de l'intervention et l'absence de flux unidirectionnel. Donc, ce n'est pas une nouveauté. Les recommandations, la première, c'est quand même celle de l'OMS. Et la recommandation relative au traitement d'air par flux unidirectionnel est la numéro 12. Il est noté, la ventilation par flux laminaire ne devrait pas être utilisée chez les patients bénéficiant d'arthroplastie. Deux choses sont intéressantes, quelles que soient les recommandations, c'est la qualité de la recommandation et le niveau de preuve. La qualité est conditionnelle et le niveau de preuve est bas, pas assez bas, puisqu'on l'a vu, il n'y a qu'une étude randomisée et des études d'observation. Et il y a une note pour les pays à moyen et faible revenu. De temps en temps, on peut être dans un pays riche et avoir des hôpitaux pauvres. La deuxième recommandation est celle du CDC 2017. Il n'y a pas de recommandation concernant l'air dans le corps du texte, et cet aspect des choses est abordé dans un chapitre dédié à l'orthopédie, mais qui se trouve dans les annexes, et c'est marqué « No recommendation unresolved issue ». La troisième recommandation est l'American College of Surgeons and Surgical Infection Society de 2017. Là aussi, la ventilation est abordée de manière indirecte. Elle est citée dans les paragraphes concernant les facteurs de risque d'ISO, au même titre que l'augmentation des mouvements de personnel et l'utilisation des dispositifs médicaux stériles. Et la référence qui est citée est celle du Cher de 2014. Et quand on va voir cette référence, la ventilation est aussi abordée dans le fameux paragraphe sur les facteurs de risque d'ISO, avec un niveau de preuve le plus bas possible, puisque c'est 3 en accord avec la méthode GRED, et c'est vraiment le plus bas possible. Alors, dans la discussion de l'avis, on rappelle qu'il n'y a pas eu d'essai randomisé depuis l'IDWEL. On n'a pas mis dans l'avis, puisqu'il se veut court, qu'on avait décortiqué finalement l'étude de l'IDWEL, et vous voyez que si on reprend la méthode Cochrane, il y a beaucoup de points d'interrogation, et les points d'interrogation, ce sont les fameux biais possibles. Donc, qu'est-ce qu'on a proposé dans l'avis? Je vous le lis in extenso, on a marqué « Dans l'état actuel des connaissances, la SF2H rappelle l'importance d'initier une analyse de risque global, pas uniquement basée sur la classe de performance particulière. » Je vous rappelle qu'en 2015, ça s'apparentait en gros à la recommandation R0. C'est pour ça que je me suis permis de la rappeler. On a dit ensuite que la SF2H modifiait la recommandation 1 du guide de la façon suivante. Un traitement d'air au bloc opératoire en chirurgie orthopédique prothétique avec flux unidirectionnel diminue l'aérobiocontamination sous réserve de comportements adaptés. Et il est noté, il est possible de mettre en place un traitement de l'air avec un flux unidirectionnel en chirurgie orthopédique prothétique pour diminuer l'aérobiocontamination. On a également noté à la fin, la prévention du risque d'infection du site opératoire repose sur un ensemble de mesures, dont l'antibioprophylaxie. Donc vous voyez qu'on n'est pas loin de l'esprit de 2015. On a pris en compte finalement les nouvelles recommandations et la littérature, et on a rappelé quand même ce qui s'apparentait à la recommandation R0, l'analyse préalable des risques. Je vous remercie. Merci beaucoup, Serge, donc, pour cette présentation. Donc, on va passer, on accueille Olivia Queta-Pers, donc la présidente de notre conseil scientifique, et puis Crespin qui est de retour. Donc, on va passer à la phase d'échange et de discussion. Donc, il y a 65 adhérents SF2H qui sont en ligne, et le premier qui a demandé la parole, c'était Gabriel Birgan. Donc, Gabriel, je vais essayer de te la donner. Tu peux parler normalement. Oui, bon, bah, c'était pas volontaire, mais bon, je vais la prendre quand même. Allez, il en faut un quand même. Je découvrais la plateforme.
Alors, en fait, oui, je voulais éventuellement aborder les résultats de notre étude aussi à Ribot, dont les résultats sont en cours de relecture pour publication, qui trouvait de manière très significative une influence donc également du système de flux laminaire sur l'impact particulier durant les interventions de chirurgie orthopédique et cardiaque. Donc, on a trouvé, ça allait dans le sens en fait de vos recommandations, hein, notre étude, avec un impact. Donc ça, c'est le premier point. Le deuxième point que je voulais aborder, c'est de savoir, parce que Bischoff étant dans une équipe allemande, je voulais savoir si vous étiez au courant de ce qui se passait en Allemagne en termes de choix. Est-ce qu'ils choisissent de manière large le flux laminaire pour l'orthopédie, ou est-ce qu'ils ont pris la décision au niveau national de ne plus utiliser d'ISO 5 et de faire de l'ISO 7 pour l'orthopédie? Bah, dans ce qu'on a pu lire sur ce qui se passe en Allemagne, je pense que si les publications dont on a parlé tout à l'heure sont sorties, c'est juste pour pouvoir faire un peu de pression sur ce qui se passe, parce que j'ai cru comprendre dans ce qui est publié qu'il y avait un peu de tout actuellement, en tous les cas, qu'il y avait un peu de tout, beaucoup d'ISO 5, mais aussi, et ça c'est dans les gros établissements et les centres hospitaliers universitaires, c'est quasi exclusivement de flux laminaire, mais quand on en sortait, qu'on pouvait voir un peu de tout. Voilà. Maintenant, est-ce que ça a changé depuis les publications? Ça, pour avoir échangé avec nos collègues de la DGKH, ils avaient aussi la vision que les gens n'étaient pas forcément bien au courant de la qualité de leur système de traitement d'air dans toutes les structures et que parfois les réponses ne correspondaient pas exactement aux demandes faites. Moi, c'est dans les publications, c'est bien, on a rappelé, puisque c'est ces papiers qui existent. Moi, ce qui me gêne, c'est qu'on s'est basé sur des écrits basés sur uniquement l'observation, non seulement sur l'observation, mais sur des faits qu'on a collectés sans s'assurer que ces faits étaient vrais, si les gens comprenaient bien la question qui était posée et répondaient à la question posée. Il n'en demeure pas moins vrai que du point de vue de l'évolution, tout a changé, la technologie a changé, tout ce qu'on utilise dans un environnement maîtrisé a changé et concourt à moins polluer. Donc, il faut prendre en compte tout ça, ça me paraît évident. Et puis, il faut rajouter la question économique. Mais est-ce que pour autant, et je m'adresse à Gabriel qui vient de poser une question, dans l'étude Haribo en question, quel est l'impact que vous avez constaté? Alors, attends. Gabriel, est-ce que c'est un sens de diminution ou pour alimenter le débat? Est-ce que ça diminue la contamination particulière et de là, vous dites que ça va diminuer l'infection, ou c'est plutôt l'inverse? Dans l'étude, comme je le disais, on a retrouvé de manière significative, toutes choses égales par ailleurs, un impact positif du flux unidirectionnel sur la prévention du comptage particulaire, en fait. Donc, on a retrouvé des choses significatives. En revanche, je confirme, parce que j'en ai discuté un petit peu avec Peter Bischoff de cette histoire de mise en place des mesures en Allemagne, et je confirme le fait que eux, ils n'ont pas pris de décision au niveau national. Et ils fonctionnent d'ailleurs en Länder, en province, et un Länder est différent d'un autre en termes de prise de décision en Allemagne. Donc c'est Gabriel, si je peux me permettre, ils sont d'un Länder, mais c'est un État fédéral. C'est pas, oui, tu vois, c'est très important. Donc ils sont quasi indépendants, en guillemets. C'est un État fédéral, et donc forcément ils sont libres dans chaque land de faire en gros ce qu'ils veulent. Et on peut être en avance sur les Allemands, c'est pas interdit. Bon, alors vous avez le droit de poser des questions par écrit, il n'y en a pas beaucoup, hein, ou comme Gabriel, en levant la main. Hein. Donc n'hésitez pas, quand vous êtes là pour ça. Alors, on a vu une question de nos amis biterrois via Louise Gazagne qui était un peu différente, enfin un peu particulière du sujet. Elle nous disait, mis à part la norme 90-351, quelle est la justification du port du masque dans une salle d'intervention quand le patient n'est pas présent? Est-ce que ça inspire un de nos experts? Monsieur Crespin?
Oui, je pense que le port continuer à porter le masque dans un bloc lorsque le patient n'est pas présent, pour moi, en tous les cas, je pense que ça vient de l'héritage industriel. Parce que dans les industries, on a affaire plutôt à de l'inanimé et que si vous êtes dans une industrie alimentaire ou autre et que vous contaminez l'inanimé, vous avez une prolifération qui continue. Euh, nous, dans les centres hospitaliers, on continue à aller dans ce sens-là. Simplement, je pense pour inciter, je ne vois pas de raison scientifique derrière, pour inciter les gens à avoir un comportement global. Par contre, si on veut vraiment être raisonnable, c'est que on sait qu'aujourd'hui, surtout aujourd'hui avec la technologie, dans la mesure où vous êtes dans une salle avec un traitement d'air maîtrisé, où la salle est fermée pour jouer tout le rôle de la pression et surtout de la cinétique particulière, je ne trouve pas de raison scientifiquement démontrable de porter le masque. Par contre, ça jette, pour ceux qui sont habitués, ça crée un trouble. Et je pense que c'est pour ça qu'on garde, essentiellement. Moi-même, je me pose la question, dès qu'on rentre dans un bloc, on a tendance, et dans les normes, c'est dit aussi, il faut mettre le masque. Je préférerais plutôt qu'on se concentre sur le masque mis dans une salle où il y a un patient que de mettre le masque partout en sachant que le risque n'est pas là. Et que le renouvellement naturel permet d'épurer. Mais attention, mais ça c'est une boutade, il faut savoir que parmi nous, il y a des émetteurs professionnels qui émettent leurs particules à plus de 300 mètres secondes et que dans ce cas-là, je ne sais pas où ça va atterrir. Mais pour autant, faudrait-on qu'on en ait peur? Je ne crois pas. Merci Crespin. Alors, on n'a pas de questions trop en ligne, ça m'étonne, parce que quand même sur cet avis qui est assez avant-gardiste, absolument, on penserait qu'il y aurait quand même des interrogations, des questions de votre part. N'hésitez pas, hein, c'est le moment pour se questionner, se dire, ou répondre à vos questions, aux attentes, ceux qui ont des projets en cours, je ne sais pas, de bloc ou de rénovation. Aucune Moi, question. Je voudrais juste faire un commentaire concernant les recommandations de l'OMS. Pierre, notre président, tu as l'habitude d'aller les voir. Et ils ont quand même émis une recommandation forte et sans ambiguïté. La numéro 12, là, en question. Tout à fait. Alors, j'ai une question, j'ai un peu de mal à lire mes questions, mais est-ce qu'on peut émettre comme recommandation le flux laminaire n'est pas obligatoire pour la chirurgie orthopédique? Donc là, on est au cœur du sujet, messieurs, dames. Je parlais des... Oui, non, mais là, j'ai compris, mais là, c'est une question de oui, nos tout à collègues. fait. Qu'est-ce que nous aurons comme argument pesant pour le dire? Sinon, notre conviction qu'avec l'évolution de la prise en charge, l'antisepsie, l'asepsie, la qualité des vêtements qui ne transportent plus n'importe quoi partout, que probablement, un flux turbulent, donc conventionnel, bien maîtrisé, pourrait permettre de prendre en charge avec autant d'efficacité, donc autant de diminution de risque d'ISO que dans ISO sous flux unidirectionnel ISO 5, ISO 7 contre ISO 7. Mais on n'aura pas, de mon point de vue, des études qui vous amènent à comparer, à dire, toutes choses étant égales par ailleurs, dans le sous-flux conventionnel comparé à ISO 5 unidirectionnel, nous avons la même chose. Si ça ne dérange personne, scientifiquement parlant, puisque notre réunion de cet après-midi, c'est de dire qu'on prend en compte les connaissances scientifiques, bien sûr, mais à condition de suivre et de pouvoir apporter la preuve que on y gagne en coût, mais qu'on ne perd pas en efficacité. Mm-hmm. Je pense que oui. Je pense que c'est également le sens de la recommandation de l'OMS. L'OMS est quand même un peu prononcé
puisqu'ils disent ne devrait pas, c'est ce qu'ils ont marqué. Alors c'est vrai que le niveau de preuve est bas, très bas, c'est ce qui marque, parce qu'il y avait qu'une étude randomisée, mais même si elle est un peu biaisée, c'est quand même la seule où on a aussi l'effet de l'antibioprophylaxie. Et Oui, cet mais on effet... n'a pas répondu, enfin, on n'a pas toujours répondu aux questions posées. Moi, c'est la seule chose qui me dérange, hein. Je dis, on n'est pas parti sur un objectif et qu'on a démontré. On est parti sur un truc global où on a commencé à saucissonner. Bon, à part ça, oui, pourquoi pas. Mais encore une fois, si on part sur l'idée que nous devons nous baser sur des trucs, des bases solides, je pense qu'on n'en aura pas et on n'en aura pas de sitôt. D'accord. La question était de Abba Amamat, notre collègue d'Ajaccio. Alors, Gabriel Birgan, on lui rajoute en question, peut-être pour compléter, est-ce que la norme de 2013 est opposable? Et les recos SF2H, est-ce qu'elles ont une conséquence juridique ou autre? Qu'est-ce qu'on peut attendre de l'impact des recos SF2H? Pour quelqu'un qui, j'imagine, ne prendrait pas. La norme, normalement, une norme est d'application libre. Volontaire. Mais attention, à partir du moment où la norme existe, votre volontarisme a ses limites, puisque c'est censé être l'œuvre d'un groupe large et expert en la matière. À cela s'ajoutent les recommandations professionnelles, et on a pris en compte la norme dans les recommandations de SF2H. Il n'y a pas de choc entre ces deux. Il y a la norme qui va loin dans la technologie et le SF2H qui se focalise sur la prévention. Moi, je ne trouve pas de contradiction entre les deux. Ce seraient deux facettes de la même problématique, gérées à peu près de la même façon, en sachant que, au fur et à mesure, dans nos recommandations, nous, on prend en compte l'évolution des connaissances, des publications, ce qui fait qu'on ne reste pas focalisé, c'est notre dernier avis, sur la technique pure et dure. Ouais. Bon, moi, je pense que c'est vrai que les caractères obligatoires, etc., c'est surtout dans les processus médico-légaux qu'on peut le voir mis en avant. Et donc, c'est vrai qu'à partir du moment où il y a une recommandation de société savante, un expert est tout à fait fondé de dire les règles de l'art étaient respectées puisqu'elles étaient conformes à la règle de la société savante. C'est en général des choses qui sont mises en avant. Est-ce qu'on peut être provocateur? Dans la mesure où tu mets en place chez toi, dans ton établissement, un certain nombre de règles et que c'est suivi. Supposons que tu opères même en ISO 8, la plupart des patients, et en ISO 7, ceux qui ont un risque élevé. Dans la mesure où il n'est pas démontrable que les patients de chez toi ont un sur-risque par rapport aux autres, je ne vois pas comment on peut te chercher des poux dans la tête, puisqu'on en est là. Hein. On nous dit qu'il faut mettre en place une politique efficace. Et en l'occurrence, est-ce que je prends ISO 5, ISO 7, quelle efficacité? Mais derrière, il y a toujours le comportement, la maintenance. D'accord. Il y a notre collègue Mariotte Confesson qui souhaitait poser une question. Je vais lui passer la parole si j'y arrive. Normalement, vous devez pouvoir parler. Bonjour, Ouais, vous m'entendez? Oui. Bonjour à tous. Oui, j'avais une remarque, une question. Je crois qu'au niveau des Allemands, la controverse est ancienne hein, sur avantage, intérêt du flux laminaire, notamment pour l'orthopédie. Il me semble me souvenir qu'ils avaient eu aussi des problèmes, mais avec des flux horizontaux et non pas verticaux. Et là où il y avait des gros problèmes justement de positionnement des équipes qui pouvaient faire barrage finalement au flux. Donc les flux horizontaux ont été abandonnés depuis longtemps. Et en fait, la question, c'est, nous, on le voit aussi avec le questionnement qu'on a sur la maintenance de nos salles. C'est bien d'avoir un flux laminaire, mais il faut aussi bien l'entretenir, renouveler les filtres quand c'est nécessaire. Et c'est vrai que là, on a encore pas mal d'interrogations parce que selon les hôpitaux, les durées de vie des filtres peuvent être extrêmement variables. Il y en a qui peuvent, par exemple, aller systématique, les changer tous les 5 ans, et puis d'autres tous les 10 ans, et puis d'autres, ça pourrait être tous les 15 ans. Alors, ils surveillent le colmatage, bien sûr, mais je veux dire, là, il y a aussi pas mal de variabilité inter-établissement à ce niveau-là.
En termes de maintenance, est-ce qu'il y a un des collègues, Serge, Olivia, vous voulez répondre sur la question? Parce que Moi, non, pas sur la maintenance. en termes de maintenance, ce qu'il faut simplement savoir, c'est que… Oui? Oui, Olivia? Olivia, tu voulais répondre? C'est complètement haché, donc je… Ah, d'accord. Non, Tu nous entends pas je bien. n'arrive pas à entendre ce que vous dites. On t'entend haché. Ouais. C'est ton débit de ton côté qui ralentit beaucoup, en fait. Le débit monégasque était pas On débit. est trop pauvre. On est pauvre. Oui. Bon, donc, ce que je disais, en termes de maintenance, ce problème-là va continuer à se poser tant qu'il n'y aurait pas des équipes vraiment dédiées à la maintenance dans chaque établissement pour une simple raison. Il n'y a qu'une donnée normative. Il doit avoir une requalification annuelle de tous les dispositifs de traitement d'air. Requalification ne veut pas dire changement. Par contre, il faut suivre de façon centralisée tout le colmatage des filtres et les changer. Et ça, il y a des données à partir du moment, ça arrive aux alentours de 300 je crois que c'est 300 pascal, hein, selon les dernières normes. Sauf que dans les établissements, pour suivre le nombre de filtres, je ne parle que des zones d'environnement maîtrisées qu'il y a, les gens préfèrent dire, bon ben, moi je change tel nombre une année donnée, l'autre l'année d'après, ce qui fait que c'est changé beaucoup plus souvent et ça aussi, ça rajoute du coût de la maintenance. Mais sinon, bien entendu, moins c'est colmaté, moins souvent il faut changer. Ça paraît logique. Et c'est dans les normes, pas dans une norme, dans quasiment toutes les normes. On a une question très technique de Marie-Christine Ledoux. Je sais pas si vous aurez… C'est quand même une histoire de service technique, ça, pour la maintenance. Donc, question très technique peut-être pour Crespin, je ne sais pas si tu auras la réponse. Marie-Christine Ledoux nous demande si le test d'intégrité des filtres absolus selon le test Emery est-il facilement réalisable dans les hôpitaux pour les salles ISO 5? Oui. Oui, pour qu'on ait un technicien, il y a plusieurs manières de réaliser avec des poires, oui, c'est tout à fait réalisable dans chaque établissement. Sinon, il y a des sociétés prestataires qui le font facilement. Après, il faut toujours payer. Et chez nous, quand il y a des tests à faire, ce sont les ingénieurs locaux qui le font. À Bordeaux, je crois savoir aussi que c'est pareil. Donc, oui. Ok, on a Abès Noureddine qui voulait nous poser une question. Je vais essayer de lui passer la parole. Je ne sais pas si son micro marche. Vous pouvez parler. Oui, on vous écoute. Ah. Pourquoi oui. Non, le son passe pas. Ouais, je crois qu'on a un bas débit aussi. Ouais, là ça passe pas. Alors, il y avait Hélène qui voulait poser une question, Hélène Boulestro, mais elle doit rentrer son code PIN avant de pouvoir activer son téléphone, sinon je peux pas lui passer la parole. Alors, elle peut pas écrire, elle peut pas nous écrire, Hélène. Elle écrit. Il y a plein de gens qui écrivent, mais comme là je fais tout en même temps, c'est un peu compliqué. Donc, il y a Nadine Nova qui nous dit bonjour, dans la norme NF, donc 90-351, le fait d'avoir une classe de risque 4A, seule classe à demander un flux directionnel, demande également une cinétique très courte. Cette cinétique n'est-elle pas le paramètre le plus important à prendre en compte au-delà même du type de flux? Tu peux répéter la question? L'idée, c'est que pour la classe de risque 4A qui demande le flux unidirectionnel, elle demande aussi une classe de cinétique de décontamination très courte. Et est-ce que cette cinétique, c'est pas en fait le paramètre le plus important dans les exigences, au-delà du flux et de la qualité d'air produite? Est-ce que c'est le plus important? C'est un des paramètres, hein, parce que dans la dépollution, dans l'efficacité, il y a la cinétique qui est la capacité à instantanément, donc dans la durée de la cinétique, à se dépolluer à 90%. Mais le fait de se dépolluer, je ne
pense pas que ça aille toujours de pair avec le fait de maintenir. Parce que je dépollue, OK, mais il faut maintenir. Et là, il y a l'effet de la pression qui vient. Et est-ce que je mélange suffisamment? Il y a le flux et le taux de renouvellement horaire. Alors, si on fait du recyclage, ce serait le taux de brassage. Donc, je pense que c'est un ensemble. Là, la cinétique nous dit, si on barricade tout, si tous les autres paramètres sont constants, en 5, 10 ou 20 minutes, on a 90% de la pollution qui s'évacue. D'accord. Dans les paramètres à prendre en compte, il y a Philippe Karenko donc, qui nous dit « Ne pensez-vous pas que la classe particulière ISO 5 ou 7 est très secondaire pour la contamination par voie aérienne en cours d'activité par rapport à la cinétique de décontamination ?» Ça renvoie aussi à la chose. Et il précise qu'il mesure la vitesse de nettoyage de l'air pollué par les personnes. Il faut différencier les performances d'une salle vide d'utilisateur par rapport à une salle occupée. C'est toujours le débat sur salle vide versus occupée, puisqu'on est très performance en salle vide, ce qui évidemment n'est pas le reflet du fonctionnement réel. Bon, ça, oui. C'est un commentaire de Philippe. Alors après, il y a Peggy Laroudé, de notre collègue de Pau, qui a la question pragmatique du jour, peut-être pour Serge. Comment expliquer aux chirurgiens orthopédistes le fait de passer en ISO 7 dans leur bloc? Là, on est sur le terrain, on met le casque lourd et on y va. Oui. Il y a deux choses. Ce qui est noté, c'est que s'ils étaient en ISO 5, on ne va pas tout casser pour les mettre en ISO 7. Donc, la question, c'est si on doit construire un bloc, comment leur expliquer qu'avant on faisait de l'ISO 5 et que maintenant on fait de l'ISO 7. Mais c'est relativement simple, c'est leur dire les données de la science évoluent et l'hygiène est une spécialité comme une autre et on s'adapte aux données scientifiques et aux recommandations. Il n'y a pas de spécialité dogmatique où les choses sont figées une bonne fois pour toutes. Ça serait quand même bizarre de figer les choses parce qu'on est en hygiène. C'est comme l'antisepsie, c'est comme beaucoup de choses. Donc, je veux bien aller voir ces chirurgiens si elles m'invitent et leur expliquer. On te mettra en relation avec Peggy que tu ailles faire un petit tour dans le Béarn. Dans le Béarn. C'est très joli. Belle vue sur les Pyrénées. Je pense oui, mais je pense qu'il faut l'expliquer simplement. Il faut expliquer simplement, humblement, accepter la discussion. Je pense que ça peut passer, même si ici ou là, ça pourrait prendre du temps. Comme quand on a décidé de ne plus faire systématiquement les contrôles microbiologiques, je ne pense pas que ce soit accepté aussi facilement partout, puisque c'était l'un des éléments pour surtout les orthopédistes, de démontrer en cas de pépin que leur salle fonctionne bien. Et il a fallu leur expliquer qu'en réalité, ces résultats étaient des résultats instantanés et que c'est le fonctionnement tout le temps, donc surtout la technologie et donc particulière et tous les autres paramètres autour qui font foi plutôt qu'un prélèvement un jour donné, alors que ce n'est même pas le jour où l'intervention a été faite et qu'on ne fait même pas en cours d'intervention. Je pense qu'il faut discuter, expliquer, présenter les preuves. Si je peux préciser, oui. Si je peux préciser aussi, on a mis dans la vie, en gros, ISO 5, ISO 7, et que, comme on l'a expliqué, ISO 5 ou ISO 7, ça dépend aussi de beaucoup de choses. Et donc, avant, ils avaient peut-être une classe nominale ISO 5, mais avec les comportements ou autre chose, peut-être qu'ils étaient en ISO 7. Et que, voilà. Donc, il y a l'aspect particulier pur et l'aspect clinique. L'aspect clinique, on a déjà du mal à démontrer ISO 5. Donc, entre ISO 5 et ISO 7, avec un critère de jugement incidence des ISO, on n'arrivera pas. Et puis, pour l'aspect particulier, je pense qu'on a été relativement clair dans notre avis. Alors, pour aller plus loin, Stéphanie Coudray nous dit quelle place pour l'ISO 6, messieurs? Y a-t-il une place pour l'ISO 6? L'ISO 6, jusque-là, enfin, moi, je me suis préoccupé de cette question-là. J'ai rencontré quelques maîtrises d'œuvre pour savoir le pourquoi. C'est qu'il y a un problème économique, c'est-à-dire que entre ISO 5 et ISO 6, les constructeurs n'y trouvent pas le compte.
On en a hein, en France, dans des cliniques, on en a, mais quitte à passer d'ISO 5 à ISO 6, à titre personnel, je sauterai le pas, je passerai directement à ISO 7. D'accord. Okay. Parce que, encore une fois, Pierre, on est en train de parler du coût et de l'efficacité. Donc, oui, l'aspect coût est important. Alors, oui. Stéphanie Coudray avait une deuxième question qui revient au test Emery. Elle disait, lors d'un renouvellement de filtre H14, un test Emery est-il suffisant, valide le filtre et sa pose, ou doit-on réaliser en plus classe particulière et ou classe bactériaux? Le test de fuite est destiné à savoir si lorsqu'on a posé, je ne suis pas ingénieur, hein, quand on a posé le filtre, s'il y a des fuites ou pas. Le reste des tests, c'est destiné à savoir si l'ensemble du système fonctionne au-delà de filtres bien posés. D'accord. Alors, on a une question de Brigitte Chaline qui nous dit, l'une des questions majeures actuelles n'est-elle pas la présence d'ordinateurs dans les salles? Est-ce qu'on mesure l'impact des ventilations associées à ces machines? Deux choses l'une, soit les ordinateurs ont été posés en tenant compte du fait qu'il faille de la cohérence les entretenir. Et donc, on va poser des ordinateurs qui ne sont pas nantis de ventilation, qui sont facilement, avec des écrans facilement nettoyables. Autrement, on peut voir ici ou là qu'il y a un impact selon la taille de la salle, on peut voir qu'il y a un impact sur le particulier. Et encore une fois, comme on disait tout à l'heure, comme disait Serge à l'entrée, c'est que on a du mal à démontrer que cet impact-là se reflète dans le clinique, dans les résultats cliniques, dans les événements cliniques, les ISO, quoi. Alors, on a une question de notre administratrice Anne Savé qui nous dit, toutes les sociétés de chirurgie françaises, notamment orthopédiques, sont-elles d'accord entre elles et avec ces recos SF2H? Alors, je ne sais pas si elles sont d'accord avec les recos SF2H, mais l'Académie nationale de chirurgie s'est quand même prononcée. Donc, si vous allez sur le site de l'Académie nationale de chirurgie, ils traitent de l'air. Alors après, est-ce que tous les chirurgiens suivent l'Académie nationale de chirurgie? Ça, je n'en sais strictement rien. Tu peux rappeler l'avis de l'Académie, peut-être? L'Académie a essayé, c'était en juin 2017, si ma mémoire est bonne. Vous pouvez aller sur le site. Donc, ils ont essayé de faire une synthèse en une page des principales recommandations. Et donc, ils ont dit les recommandations démontrées en gros et les recommandations pas démontrées et dans pas démontrées. Enfin, j'ai peur de dire une bêtise, hein, mais en tout cas, il y a deux catégories. Ce qui est un peu dur et ce qui est un peu plus mou. Dans la catégorie un peu plus molle, il y a l'air. Hein. Académie nationale de médecine, session de juin 2017, il me semble. Voilà. Ok. Donc, ils se sont prononcés pas uniquement sur l'air, hein, sur l'ensemble des mesures de prévention des infections du site opératoire, du début jusqu'à la fin. Donc il y a tout, hein, il y a la glycémie, la normothermie, etc., la FiO2, enfin c'est marqué oxygénation, enfin, voilà quoi. De toute façon, il est évident qu'on va avoir un travail pédagogique à mener autour de nos recommandations et à les diffuser aux chirurgiens, les expliquer. Et ça ne va pas se faire comme ça instantanément. Elles sont nouvelles et il va falloir qu'on fasse œuvre de pédagogie aussi dans ce domaine-là. Comme l'Académie nationale de chirurgie a essayé de faire. La difficulté qu'on va avoir, c'est de faire comprendre qu'en l'état actuel de nos connaissances et de l'évolution de la technologie de traitement d'air, que le comportement va avoir de plus en plus de poids dans l'efficacité du système. Et je ne sais pas si dans vos établissements, vous parvenez à faire respecter les règles du maintien des portes fermées, de tenue vestimentaire quand on est dans une salle, partout. Or, pour moi, si on arrive à faire respecter ça, je pense qu'on va dégrader comment dire, les niveaux actuellement recommandés, qui sont ISO 7 et ISO 5, et passer à ISO 8, ISO 7.
Parce que c'est encore dans plus loin. Alors, est-ce que quelqu'un veut-il témoigner sur les comportements dans son blog? C'est dans les comportements que la qualité des salles se dégrade réellement. Et si on maîtrise ça, normalement, vous allez dans n'importe quel bureau bien entretenu, vous avez l'ISO 8. Mais c'est que ce n'est pas maintenu. Le traitement qu'on apporte n'est destiné qu'à une chose, c'est que ce soit tout le temps. Et dans la mesure où on utiliserait les zones environnement maîtrisées comme il se doit, avec les conditions d'asepsie et d'antisepsie actuelles, je ne suis pas sûr qu'on ne serait pas plus proche des conditions en ISO 7, dans les ISO 8. Ok, donc s'il y en a qui veulent témoigner, hein, donc vous demandez la parole, on fera passer pour rapporter ce que vous vivez dans vos blocs, les difficultés aussi en termes de comportement. Alors Cécile Mourlan avait une question, nous demandait, est-il envisageable que le futur réseau de surveillance d'ISO se focalise sur la chirurgie prothétique et intègre les paramètres de prévention dans le traitement d'air? Bah, écoute Cécile, je ne saurais te dire parce que ce réseau n'est pas, enfin les coordinateurs ne sont pas nommés, mais s'il y a des gens qui entendent et qui sont postulants, ils pourront peut-être le faire, mais c'est une piste. Alors il y a notre administratrice Brigitte Trichot. Je pense que Pierre, si tu peux, oui. Je pense que l'idée de Cécile est excellente, mais parce que le poids qu'on aurait par rapport à certains réseaux étrangers, c'est qu'on pourrait vraiment bien qualifier, bien dire ce que c'est un flux, puisque ça serait prospectif, et puis on aurait si les gens opèrent en ISO 5, en ISO 7, etc., etc. Mais il faut que ce soit prospectif. Par rapport aux études allemandes, ça serait une valeur ajoutée sûrement réelle. En rajoutant le bon usage. Ouais. D'avoir l'ISO 7 mal utilisé. Oui, tout à fait. Je passe la parole à Brigitte Trichot-Morel à Nîmes. J'essaie de lui passer. Brigitte, normalement, tu dois pouvoir parler. Brigitte, tu m'entends? Brigitte est en bas débit aussi, je pense. Ouais, elle n'a pas l'air. On avait Graziella Guerre à Dijon qui voulait parler. Alors, Graziella, je vais essayer de lui passer la parole. Oui, moi je voulais dire, j'écoutais ce que Crespin disait par rapport au comportement humain. Est-ce que ça n'aurait pas valu le coup dans la vie de préciser un peu ce qu'on entend par comportement? Parce que je pense notamment, moi j'ai fait pas mal de blocs opératoires, dans les CHU où on a ce rôle universitaire et d'accueil d'une multitude d'étudiants, forcément, moi j'ai encore en mémoire des interventions, des salles d'op où il y a des va-et-vient intempestifs de personnes, de tous azimuts. Donc, bon, moi j'ai bien compris avec ce que vous avez dit que le meilleur des traitements d'air, il ne pourra pas être efficace si les comportements humains ne sont pas respectés. Mais peut-être du coup, peut-être qu'il manquait quelque chose dans la vie, que ça aurait peut-être valu le coup de repréciser ça. Mais comment faire? Parce qu'encore une fois, on nous opposera, on est universitaire, on a un rôle de formation des étudiants, on ne peut pas faire autrement que de les accepter en salle. Je pense que Gabriel peut peut-être parler du comportement avec Haribo. Gabriel, tu es toujours avec nous? Il faut que je lui redonne la parole à Gabriel. Parce que... Ah, c'est le président qui distribue la parole, j'avais oublié, c'est pour ça qu'il est président. Je ne sais pas si c'est une fonction présidentielle, mais je prends le micro de Gabriel. Je suis là, oui, je suis toujours là. Oui, Gabriel, je disais que tu pouvais peut-être nous éclairer sur le comportement avec l'étude Haribo. Peut-être qu'on pourrait faire une mise à jour après. Pour ce qui concerne le premier volet d'Haribo, qui est terminé depuis maintenant pas mal de temps, mais comme je disais, la publication est en cours. Ce qu'on a remarqué, c'est qu'il y avait un impact, en gros, tous les facteurs comportementaux sur la contamination particulière de l'air, que ce soit les ouvertures et fermetures de portes, les nombres de personnes dans le bloc opératoire, et également les mouvements, parce qu'on a la capacité de voir le nombre de mètres parcourus par l'ensemble de l'équipe durant l'intervention. Ce qui est sorti de l'étude de l'analyse statistique, c'est qu'en fait, l'impact des mouvements durant l'intervention était largement plus important que celui du nombre de personnes. Ce que je veux dire par là, c'est qu'un nombre de personnes... on s'est posé la question, est-ce qu'il vaut mieux avoir un nombre de personnes important qui bougent peu ou un nombre de personnes faibles qui bougent beaucoup? Et en fait, il vaut mieux être nombreux et pas bouger
que l'inverse. Je ne sais pas si c'est clair, mais Ouais. c'est ce qui ressortait de l'analyse statistique en prenant en compte l'ensemble des facteurs de confusion qu'il y a derrière. Donc ça, c'est le premier élément. Tout a un impact. Ce qui a le plus d'impact, c'est les mouvements durant l'intervention des personnels. Parce qu'en fait, la production de particules, elle n'est pas linéaire, elle est exponentielle. Hein. Dès que vous commencez à bouger, vous faites exploser le nombre de particules dans la salle d'intervention. Donc ça, c'est le premier élément. Et puis le deuxième élément sur lequel on est en train de travailler en chirurgie orthopédique notamment, c'est le volet 2 d'Aribo qui est en cours de mise en œuvre, qui va avoir pour objectif là de mettre en place une stratégie interventionnelle pour améliorer les comportements durant les interventions de chirurgie orthopédique, de manière à voir si ça a un impact sur la survenue de complications post-opératoires, incluant notamment les infections post-opératoires. Donc on aura une réponse pas tout de suite, bien entendu, ça va falloir attendre un petit peu, mais on aura une réponse d'ici 1 an et demi à peu près. Donc nous attendrons, puis il y aura peut-être un travail à mener avec l'UNAIBOD pour émettre des recommandations au SF2H sur ces secteurs-là, par exemple. Je pense que dans les recommandations, dans l'avis qu'on vient d'émettre, il y a quand même une ouverture qui est faite sur ça, puisqu'on a dit que c'est un ensemble de mesures qui concourent à l'efficacité du traitement. Pour moi, dans ces mesures-là, il y a le fait de maîtriser le trafic dans les salles, donc les allées et venues. Et c'est tout à fait logique que dans une salle où il y a beaucoup de monde, mais qui ne perturbe pas trop le flux, avec la cinétique d'élimination particulière, que le bloc soit à même de maintenir sa propreté. Par contre, si les gens bougent beaucoup, ouvrent et font perdre le delta P et tout le reste, que le système s'essouffle et donc soit moins efficace. C'est ça qu'il faut maîtriser. Alors Sylvie Joron nous faisait un commentaire qui rejoint un peu les débats. Elle disait, peut-on faire un point sur les autres facteurs de prévention à maîtriser avant de croire que le traitement d'air fait tout? Antibioprophylaxie, comportement, fermeture des portes, habillage, autre chose, point d'interrogation. Gabriel évoquait aussi dans une question que le flux unidirectionnel pouvait impacter la normothermie. Ça vous dit quelque chose? Est-ce que ça refroidit le patient, cette vitesse rapide? Il paraîtrait. Et même si ça refroidit un peu, normalement, il faut les remonter en normothermie. Oui, il faut réchauffer. Et c'est le système de réchauffement. Ils reviennent au moins en thermie. C'est vrai pour ceux qui ont assisté à une des sessions de l'innovation l'année dernière qui traitait de ce sujet-là, donc c'était un sympo. Les anesthésistes de la SFAR avaient montré quand même que la moitié des patients réchauffés est passé en hypothermie en France quand même. Donc on avait quand même un progrès qui était colossal dans ce domaine-là. Surtout on les réchauffait trop tard et on ratait la phase de continuité entre la fin de l'intervention et le réveil. Donc on avait aussi des marges de progression qui étaient fortes là. Oui. Et puis il y a aussi le choix du système de réchauffement. Il y a certains systèmes qui contrecarreraient l'efficacité des flux unidirectionnels. On a noté. Pardon. Vas-y. On avait noté, parce qu'il y a eu toute une controverse française dessus, on a noté en 2015, bien sûr que lorsque le système de réchauffement est soufflant, il modifie un peu le flux, mais il n'y a pas de conséquences cliniques pour l'instant. Parce que comme il y a différents types de réchauffement, soufflant ou non soufflant, et je suis d'accord avec Resmen, ça modifie le flux, ça c'est sûr. Mais est-ce que ça a une conséquence clinique? Pour l'instant, on ne sait pas. Et il n'y a pas de recommandation. La recommandation, comme Pierre vient de le dire, c'est quand même que le patient revienne en normothermie. Oui. Faut faire, dans toute notre discussion, le problème, c'est manque de preuves sur le plan clinique. Voilà. Là, on peut dire que sur le plan particulier, lorsqu'il y a certains types de réchauffement qui avaient une pollution juste au-dessus de la table d'opération. Simplement parce que le flux va du bas vers le haut, alors que le flux unidirectionnel essaie de repousser et qu'au milieu, mais les particules finissent par retomber sur le patient. Maintenant, est-ce qu'il y a des conséquences? Je pense qu'avec l'antibioprophylaxie et tout le reste, c'est aussi ça. Hein, le gain qu'on a à bien appliquer toutes les mesures de prévention, ça n'aboutit pas à une conséquence.
Par rapport à nos échanges, Abba Mamat nous dit, alors finalement, est-ce qu'au final, on n'aurait pas intérêt à mesurer la performance en présence humaine et en activité, enfin enfin plutôt en présence humaine et en activité, quoi. Comme dans les zones pharmaceutiques. Bah oui, est-ce que finalement, ce serait pas ça l'avenir de développer de la connaissance autour de ça? Bien sûr. Enfin, moi, j'ai tenté ici, je me suis fait virer du bloc. Donc, j'ai pas retenté, parce que c'est ça qui me semble le plus logique de le faire. Mais en même temps, on n'a pas de machine qui ne fasse du bruit en prélevant. Donc, très vite, vous êtes l'élément perturbateur. Donc, voilà quoi. Mais Ouais. je pense que oui, il faut y aller, mais est-ce qu'il y a des compteurs qui sont silencieux? Parce qu'il faut quand même disposer pour que les comptages, ne serait-ce que particuliers, soient comparables. Il faut les disposer à des endroits qui sont quand même des fois très très proches du site d'opération. Je ne parle pas de la table, du site. Ou alors, il faudra requalifier les points, encore une fois, dans l'objectif d'être comparable à ce qui se ferait à vide, requalifier les points en disant si je dispose à tel endroit plutôt qu'au milieu de la table, je suis tout à fait comparable, mais on sera de toute façon à quelques, je ne sais pas combien de centimètres du patient. Et là, je pense que c'est pour ça que les chirurgiens se sentent dérangés, ils disent non, 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 on préfère, mais il faut y arriver, parce que c'est là où on aurait une vraie vision de la pollution générée. Alors on arrive un peu au bout quand même. Oui. Avec Haribo, parce que c'est quand même l'objectif, c'est d'intervenir lorsqu'il y a du monde. Oui, tout à fait. Tu sais, les idées, ça change. Avec les publications, les gens vont évoluer. On suivra les travaux de Gabriel au fur et à mesure. Alors, on arrive un petit peu au bout de ce webinaire dans notre timing. Alors, il y a une question, c'était Gabriel encore qui nous disait, est-ce que finalement, parmi les gens qui participent, il y a déjà des gens qui ont créé un bloc orthopédie en ISO 7, un nouveau, qui en ont mis en place un nouveau. Je ne sais pas si certains veulent témoigner, nous le dire. Et la question, peut-être, c'est à la fin, c'est, et vous, si vous avez à construire le bloc orthopédique de demain, qu'est-ce que vous choisissez comme qualité d'air? Moi, je suis l'OMS et je pense que en chirurgie prothétique, l'antibioprophylaxie fait aussi bien. Ça, c'est, il y a quand même quelques données. Alors, c'est pas des études. Il n'y en a pas tant que ça, mais de l'autre côté, il n'y a pas grand-chose. En revanche, ce qu'on sait, c'est qu'on a beaucoup de données sur l'antibioprophylaxie en chirurgie orthopédique, prothétique. Ce qui manque, c'est des études couplant les deux pour avoir l'effet propre et l'interaction éventuelle. D'accord. Crespin, tu veux rajouter quelque chose sur ça? Oui, non, mais moi, si j'avais, enfin, chez moi, je n'ai aucune chance de changer puisque j'ai des blocs qui sont tout neufs, qui sont en ISO 5, mais avec la possibilité de basculer en ISO 7, ce qu'on a fait pour 99,9% à peu près de toutes nos interventions depuis un certain temps. Donc, il ne reste que l'orthopédie en ISO 5 et de temps en temps, on discute de la possibilité de réduire. Je ne sais pas si on va y arriver ou pas, mais si on devait construire des blocs ou si je devais conseiller de construire des blocs, je pense qu'avec la technologie qu'on a actuellement, plutôt ISO 7 que ISO 5, parce que le gain en termes d'efficacité est si minime et le coût, par contre, en défaveur de l'ISO 5 est tel que, bon, voilà, l'ISO 7 me semble beaucoup plus raisonnable si les gens se comportent bien, bien entendu. D'accord, écoutez, merci messieurs, vous êtes solidaires à l'avis que vous avez écrit, ce qui est très bien. On vous remercie tous, on remercie tous ceux qui l'ont fait, et puis écoutez, ceux qui le souhaitent pourront revoir le webinaire en différé, en replay, les vrais fans, prochainement. Écoutez, bonne journée à tous, j'espère qu'on aura l'occasion de vous croiser au congrès de Montpellier, parce que ce sera un beau congrès. À bientôt, au revoir. Ciao, ciao. À bientôt. Merci ciao, à ciao. bientôt. Merci à tous. Ciao, ciao. Ciao, ciao.